Bonjour, chef Nathalie. Bonjour, chef Alison. Comment vous allez? Ah, je cours, désolée. Non, il n'y a pas de souci. Ben, je vais bien et vous? Ça va bien. D'accord. Donc, moi, je vais commencer d'abord par me présenter un petit peu. Donc, je suis Alison, jeune chef basée à Abidjan depuis bientôt 2 ans maintenant. Non, depuis 2 ans d'ailleurs, depuis cette année. J'ai fait mes classes en France, à Lyon. De là, j'ai un peu voyagé, un peu à gauche, à droite. Ensuite, j'ai fait 1 an et demi aux États-Unis. Et des États-Unis, je suis rentrée à Abidjan. Je venais à la base pour poser un peu mes valises et ensuite repartir. Et puis, je suis restée parce que j'ai trouvé un bon poste de chef. Donc, je suis restée. Et donc, voilà, ça fait 2 ans que je suis à Abidjan et que tous les jours, on repousse les limites, on teste les capacités. Donc, voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je travaille avec Ouj, qui est qui est une plateforme en fait pour la restauration afro-caribéenne. Donc, il nous permet à nous autres chefs afro-caribéens de nous retrouver, de pouvoir échanger, de faire justement ce genre de conférences, des webinaires, pour pouvoir du coup, se mettre ensemble et promouvoir la cuisine afro-caribéenne. Voilà. Donc, je vais demander au chef Nathalie, qu'on a déjà reçu, de se présenter rapidement, de nous dire un peu qui elle est, et ensuite on demandera à chef Vanessa de faire pareil. Bonjour, je m'appelle Nathalie Brigongo. Je suis d'origine camerounaise. Je suis consultante culinaire, chef à domicile, auteur et puis blogueuse. Voilà. Génial. Et alors, chef Vanessa, que nous recevons pour la première fois, on vous Oui, écoute. bonjour, merci pour l'invitation. Et Moi, je suis Perle d'Orange, donc chef Vanessa Bonogo. Je suis chef privé, je suis spécialisée dans la cuisine française et j'ai près de 20 ans d'expérience dans le domaine. Et j'adore les voyages. J'aimerais voyager à travers la cuisine, à travers, enfin voilà, la cuisine dans le monde et partager mon univers. Je dis bien mon univers parce on a tous notre personnalité dans la cuisine. Partager mon univers culinaire de la cuisine. Bah, d'abord, premièrement, à mon pays d'origine qui est le Burkina Faso. Voilà. d'accord. Ok, très bien. Donc, le thème aujourd'hui, c'est transformation digitale et gastronomie afro-caribéenne. Donc, je voudrais savoir un peu déjà, je vais d'abord commencer par chef Nathalie, ensuite par chef Vanessa, mais savoir quelles sont vos expériences dans le digital, à savoir, est-ce que vous avez des blogs, est-ce que vous avez, je sais que vous êtes toutes les deux chefs privés, donc vous avez forcément des pages Internet, mais est-ce que vous avez des blogs et si oui, comment vous avez fait le pas entre la gastronomie traditionnelle, donc le restaurant, et le blog où on devient chef privé, où du coup on a plus des prestations en ligne. Comment est-ce que vous avez fait ce pas-là, cette démarche? Alors, je ne sais Donc, pas chef qui part. Nathalie, je vais commencer par chef Nathalie d'abord. OK. Alors, très bien. Donc, il y a à peu près 5 ans, donc le 20 octobre, que j'ai lancé Envolée Gourmande. Envolégourmande.com, qui était et qui est toujours un blog de cuisine, c'est-à-dire un site Internet dans lequel je partage mes passions de l'écriture et de la cuisine. Donc, au-delà de la définition, de l'explication des recettes, je fais des articles sur des produits, ça peut être sur des tendances, ça peut être de la poésie aussi. Voilà, c'est un univers. Vanessa disait tout à l'heure que chacun et chacune a son univers. Dans mon univers, c'est plutôt ça, beaucoup d'écriture. Et puis, la cuisine, quand je dis cuisine, c'est vraiment large. C'est-à-dire, je fais de la boulangerie, comme je fais de la pâtisserie, comme je fais des boissons, et comme je fais la cuisine, disons, classique, le mot cuisine, les plats. Voilà, donc c'est ça. C'est vrai que de plus en plus, les gens me demandaient de manger ce qu'ils voyaient. Ils disaient, oui, vous aimez toujours prendre de belles photos, mais on n'est pas sûr que c'est un bon goût. C'est bien, mais il faut qu'on goûte. C'est comme ça que j'ai sauté le pas. Je suis allée aussi faire une formation parce que je voulais quand même apprendre des bases de la cuisine française, même si je faisais déjà des recettes de par ma vie privée avec ma belle-mère. Même ma mère faisait, elle est camerounaise, elle faisait de la cuisine camerounaise et française. Donc, je voulais quand même apprendre des choses, apprendre des bases, apprendre des techniques que je n'avais pas ou que j'avais, mais que je ne savais pas nommer.
Désolée, hein, le téléphone sonne. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc finalement, j'ai structuré donc Envolée Gourmande, qui est aujourd'hui une entreprise qui propose donc des brunchs, qui propose des prestations de chef à domicile, qui propose, et c'est une grande part de mon travail, des ateliers, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Donc, je peux travailler avec quelqu'un en France comme ailleurs dans le monde, comme on est en train de faire là. Voilà, nous travaillons, nous discutons ensemble. Donc, c'est vrai que c'est le blog, pour ce qui me concerne, c'est le blog qui m'a fait connaître, puisque je partageais et je partage toujours gracieusement et gratuitement mes recettes. Et à côté du blog, j'ai rajouté des prestations payantes. Donc, j'ai été très tôt, dès que j'ai commencé, je veux dire, dans le digital. Je ne suis pas une experte. Tout à l'heure, Francis posera peut-être des questions techniques. Je ne suis pas une experte de l'informatique. Voilà. Donc, j'essaie de faire avec ce que je sais, avec ce que je comprends. Voilà. Donc, c'est le blog qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Et le blog qui est toujours là, que je n'ai pas arrêté. Arrêté, d'accord. Et chef Vanessa, votre expérience à vous alors? Moi, j'ai pas eu le choix parce que c'est-à-dire que moi, mon pouvoir, il est là. Et c'est vrai que pour se faire connaître, il a fallu que je rentre dans le digital. Je vous avouerai ma faiblesse à ce niveau-là parce que je suis pas l'as de l'informatique et tout ce qui est réseaux sociaux, il a fallu s'y mettre. Donc, j'ai progressé et je continue encore à progresser et j'espère que ça ira de mieux en mieux. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie de passer mon temps là-dessus. Si je commence à travailler, si les choses vont dans le sens et que je réussis, entre guillemets, je préférerais solliciter des gens pour faire ça et moi, être focus dans mon travail, en fait, ce qui me plaît le plus. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Donc, je suis sortie de ma zone de confort et je suis très contente aussi parce que, ça m'a forcé à apprendre, quoi. Ok. Et alors, bonjour chef Amada qui nous a rejoint, que je salue au passage. Alors, je voudrais savoir, vous avez toutes les deux fait ce choix un peu, je vais dire, atypique à l'époque de ne pas avoir de restaurant, d'être un chef privé, de vous déplacer. Pourquoi ce choix-là, en fait? Parce que généralement, quand on est chef, on a envie d'avoir un restaurant. Le but ultime, c'est d'écrire son livre de cuisine, c'est d'avoir son restaurant. Pourquoi le choix automatiquement de se dématérialiser, je vais dire, et de ne pas avoir d'espace physique? Je vais commencer par chef Vanessa et ensuite chef Nathalie, cette fois-ci. Donc, je suis désolée, est-ce que vous pouvez juste répéter très rapidement? Alors, je disais, pourquoi ce choix automatique, en fait, de ne pas travailler dans un restaurant, mais de plutôt faire des prestations privées, des prestations de traiteur? D'accord. Voilà. Alors, c'est pour économiser, pour un jour ouvrir ma table d'hôte. Okay. Donc, voilà. Voilà, exactement. D'accord. Et pour chef Nathalie? C'est le parcours qu'il a voulu, tout simplement, puisque moi, je n'ai pas des années d'expérience comme professionnelle, même si j'estime que toutes les années que j'ai passées avec ma maman qui cuisinait, c'est de l'expérience que j'ai engrangée et qui m'a fait beaucoup progresser. Mais en termes de professionnel pur, reconnu, qui se vendait comme professionnel, non. Donc, je n'ai pas plusieurs années d'expérience là-dedans. Et moi, je me suis toujours sentie investie d'une mission. D'accord. Et cette mission-là peut passer par plusieurs canaux. Alors, ma question était de savoir quels sont les canaux que je peux le mieux utiliser, je peux le plus facilement utiliser et qui me plaisent. Et ces canaux-là sont l'écriture. C'est pour ça que j'ai sorti mon livre « On est un principe de cuisine », que j'en aurai d'autres, que j'écris dans mon blog. Et que l'autre pendant, c'est la pédagogie. J'aime enseigner, j'aime partager. Donc, je ne me suis jamais posée, je ne me suis jamais dit, j'aurai un restaurant. Mais on dit toujours, il ne faut jamais dire jamais. Mais ça n'a jamais été mon ambition. Mon ambition était parler des produits africains, faire connaître les plats du Cameroun et autour de ces produits-là,
faire aussi des choses créatives avec tout ce que j'ai appris, avec tout ce que je sais. Voilà. Et comment je peux le faire? En enseignant, en écrivant. Donc, ça n'a jamais été vraiment, voilà, il me faut un restaurant, il me faut un restaurant. Ça n'a jamais été une ambition, ça n'a jamais été un rêve pour moi. Mon rêve, c'est de parler de l'Afrique, des produits dont je suis amoureuse. Voilà. D'accord. Et justement, en parlant de parler des produits de l'Afrique, parce que je sais que vous, dans votre cuisine, vous êtes quand même très, vous utilisez beaucoup les produits africains, vous utilisez beaucoup. Est-ce que la digitalisation, du moins le fait d'avoir des blogs, le fait d'avoir Internet, le fait d'avoir les réseaux sociaux, vous permet de trouver plus facilement des producteurs locaux, des gens fiables, des partenaires, voilà, c'est le mot que je cherchais, des partenaires fiables en fait. Est-ce que ça aide ou pas du tout? C'est mieux de faire du démarchage et d'aller sur les marchés et ce genre de choses. J'estime que moi, les réseaux sociaux et mon blog m'ont beaucoup aidé à être en contact avec des gens au loin. Près et loin aussi, parce qu'il y a des gens que j'ai rencontrés qui étaient même dans la ville voisine que je ne connaissais pas et que j'ai connus par les blogs ou que j'ai connus par les réseaux sociaux. Donc, j'estime que, en tout cas, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied, hein, que les réseaux sociaux, c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, surtout sur Instagram. Les réseaux sociaux m'ont permis d'être en contact avec beaucoup de gens. Et ça permet aussi aux gens de me voir et de me contacter pour me dire je lance un nouveau produit, je fais de nouvelles farines, vous êtes en train de parler des farines africaines de plus en plus, j'achète votre livre, etc., etc. Donc, c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai connu toutes ces personnes-là. Il y a beaucoup de gens que je connais que je n'ai jamais vus, à part soit sur Zoom, soit sur WhatsApp, ou juste au téléphone. Et je n'ai jamais rencontré, avec qui je discute, avec qui je travaille, avec qui nous sommes partenaires. Donc, honnêtement, pour ma part, les réseaux sociaux, mon blog, le téléphone, parce qu'on oublie ça. Oui, mais ça compte. Mais ça compte. Le simple téléphone a été vraiment un accélérateur dans ce que j'ai envie de faire. Voilà. D'accord. Ok. Oui, effectivement. Voilà, effectivement. Je vous écoute, chère Vanessa. Effectivement, on ne va pas se mentir, c'est la vérité. Les réseaux sociaux aident énormément parce que moi, j'ai été justement aussi contactée par des gens. C'est grâce à des réseaux sociaux et je constate aussi que les gens me suivent de plus en plus. C'est grâce aux réseaux sociaux. Et aussi, bon, comme je suis originaire du Burkina Faso, des fois, je vois des gens qui montrent leurs champs, les oranges, les papayes. Moi, je n'en suis que fière parce que je me dis que je peux, enfin, voilà, en tant que cuisinière, promouvoir, je peux, en fait. cuisiner ou montrer aux gens comment préparer certaines recettes avec les produits de chez nous. D'accord. Voilà. Et j'ai vu également que vous êtes très intransigeante sur vos fournisseurs, sur utiliser des produits locaux, des produits de saison, etc. Alors, je sais que vous êtes vraiment basé sur la gastronomie française, mais comment est-ce que vous arrivez à introduire des produits africains, notamment de chez vous, du Burkina? Et si oui, est-ce que vous avez des filières particulières, ce genre de choses? Alors, moi, comme je dis, je suis spécialisée dans la cuisine française. Ça, oui. Par contre, de par mes origines, j'ai quelques influences exotiques. Voilà. Dernièrement, j'ai fait, par exemple, un plat et j'ai fait paner, j'ai fait paner les crevettes avec le gari. Donc, le gari, on a tous ça chez nous. C'est facile, on est en France et c'est facile de trouver des magasins pour faire des réalisations, comme par exemple une crème brûlée aux fruits de la passion. Tout ça se trouve dans les grandes enseignes maintenant parce que les gens commencent par rapport à l'affluence, je dirais, africaine qu'il y a ici, les gens aussi commencent à connaître nos produits, même le bissap. Donc, c'est facile de se fournir. Et par rapport à la question que vous disiez, par rapport au fait qu'on travaille sur les fruits de saison, on ne peut que travailler sur les fruits de saison. Voilà, quand on est cuisinier, c'est vraiment important en fait. Voilà. D'accord. Alison, je voulais juste compléter. Je disais, en parlant de produits de saison, disons que
ça, c'est, comment expliquer? C'est quelque chose que je fais tellement naturellement que j'en parle même plus, en fait. Même plus, Ouais, ouais, voilà. c'est ça. Plus. Et aussi, j'ai dû compenser parce que vous vous doutez bien que vous allez chez des gens, Vanessa, je ne sais pas si elle me contredira, ceux qui prennent un chef à domicile, ce n'est pas toujours les plus riches, mais c'est des gens qui sont très attentifs à ce qu'ils mangent. C'est Parce vrai. que des fois, ils vont La nourriture saine. voir vos produits. Donc, comme il y a beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs, ça veut dire que c'est un problème de carbone, ça vient de loin, c'est pas toujours local. Donc, ça veut dire que je ne vais pas, si je cuisine de l'igname, je vais faire un parmentier d'igname avec autre chose, ça sera un produit de saison en France. Donc, je vais utiliser les fruits, les légumes de saison qui sont en France. Donc, ça compense aussi pour que j'arrive à la neutralité carbone, quoi. Oui. Quand je dis que j'utilise beaucoup les produits africains, ça c'est clair, net, précis, c'est une revendication même pour moi. Ça fait longtemps que je la revendique et je suis contente aujourd'hui que les gens se rendent compte que le sans gluten, on peut aussi manger vegan. Alors chez nous, en veux-tu, en voilà, tellement on a de produits. Mais je travaille en France, je vis en France, donc j'utilise les produits de saison en France, comme ça compense le fait que les produits prennent l'avion. Mais j'ai aucun état d'âme à utiliser mes produits parce que j'ai déjà eu des remarques du genre, oui, tu es très dans le développement durable, dans l'anti-gaspillage, j'ai même un petit potager chez moi, mais tu fais venir des produits de loin. Ma question est celle-ci. Donc, tous ces gens qui travaillent, tous ces paysans, tous ces agriculteurs, ils doivent mourir parce que les produits ne doivent pas prendre l'avion et le bateau. C'est ça, ou on va faire ici en France tous ces produits sous serre et qu'eux, ils meurent là-bas. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, je continuerai à utiliser ces produits-là. Et pour compenser, je travaille avec les filières biologiques ou des produits de saison. Mais je ne vais pas laisser tomber ces produits qui m'ont vu grandir et surtout qui sont très bons, ce que tout le monde voit aujourd'hui. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. Surtout que ce ne pas des produits qu'on peut trouver en France aussi facilement. Excusez-moi de vous montrer. Oui. Vous avez dit que vous n'étiez pas très... je ne sais pas si on m'entend en fait. Oui, c'est bon. Allô? Oui, c'est bon, Francis. Allô? Oui. On m'entend? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, j'avais une question. Oui. Donc, en fait, vous avez dit que vous n'étiez pas très dans l'informatique. Et finalement, s'il n'y avait pas Internet, vous m'énervez, mais ça n'existait pas il y a 10 ans, comme ça, là. Oui. Je n'ai pas très bien entendu. Je ne suis pas très informatique et il y a Internet, c'est ça que vous dites, mais en fait, et la suite? Il disait, il y a 10 ans, il n'y avait pas Internet comme c'est aujourd'hui, en fait. Oui. Donc, vu que vous êtes, je pense que la question, c'est comment vous auriez fait autrement. Je crois que son écran s'est un peu figé. Donc, j'ai pas... Je pense que on aurait été... j'aurais donné le maximum. J'aurais été obligée de prendre peut-être beaucoup plus de cours ou payer des gens qualifiés, mais ça aussi, c'est pas facile non plus à trouver pour m'aider à me faire connaître, en fait. Donc, oui, moi, je remercie Internet et les réseaux sociaux parce que c'est grâce à eux que, aujourd'hui, voilà, on se parle parce qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Ouais. Je pense qu'elle aurait aussi voyagé plus. Hein. Oui, c'est ça, en fait. Gens, il y a 10 ans, elle serait venue comme chef privé à Abidjan ou je ne sais pas où, elle aurait bougé plus aussi. Oui, c'est possible. En fait, ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux dire, c'est que finalement, vous avez fait votre formation digitale. C'est-à-dire que digitale, vous avez transformé votre métier qui était un métier avec le contact, mais vous avez transformé ça en étant maintenant beaucoup plus précis Internet, être présent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est grâce à Internet que vous avez cette possibilité-là. Et donc, je veux dire que vous avez déjà fait votre transaction digitale. Oui, un petit peu. Ça s'est fait automatiquement, en fait. Oui, j'ai été obligée. J'ai suivi le vent. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous n'avez pas peur
de perdre un peu d'authenticité. Comme elle disait, chef Nathalie, les gens disent souvent je vois de belles photos, mais je veux avoir le goût. Est-ce que parfois on n'a pas un peu cette pression des internautes, des gens qui vous suivent, de vouloir en fait plaire, faire comme les gens veulent et perdre un peu de son authenticité, de ce qui fait justement son univers? Est-ce que vous n'avez pas un peu cette peur ou cette appréhension? Absolument pas. Absolument pas. J'ai près de 20 ans d'expérience. Je sais ce que je vaux. Moi, en fait, en ce qui me concerne, c'est les gens me donnent beaucoup, enfin, me donnent. Oui, j'ai des challenges, j'ai des défis. J'adore les challenges, j'adore relever les défis. Et non, non, pas du tout. Ma cuisine, enfin, c'est chacun sa personnalité, en fait. Hein. Ouais. Tu ne peux jamais te déplaire à partir du moment où ton but principal, c'est de satisfaire le client et, euh, et de toujours être à son écoute. Et à partir du moment où la personne aime ce que tu fais, quelque part, tu as la confiance de cette personne-là. Donc, Non. mon côté, non. Pour répondre à cette question, je dirais que je n'ai pas peur de perdre ma personnalité parce que, comment expliquer ça? Vanessa parlait tout à l'heure d'univers de chacun. Il y a beaucoup de chefs. Je pense que chacun a sa personnalité. Moi, je n'imite pas quelqu'un. Je suis ce que je Exactement. suis. Ceux qui aiment ça, ils viendront. S'ils ne veulent pas, ils ne viendront pas. Ça ne me dérange pas du tout. Oui. Voilà. Donc, je partage ce que j'aime, ce que je sais faire. Et moi, au début, j'ai perdu des clients, mais ce n'est pas grave. Et parfois, j'en ai gagné. Parce qu'il y a des gens, ils me disaient, ah, on aime bien ce que tu fais, mais est-ce que tu peux nous faire le tiep? Est-ce que tu peux nous faire le mafé? Et moi, ma question, c'était pourquoi? Pourquoi tu veux manger ça? Ah, mais parce que c'est des plats africains que je connais. Ah, d'accord, donc tu n'en connais pas d'autres? Non, mais je t'en ferai goûter d'autres. Oui. Je te ferai goûter des choses du Cameroun et puis tu me diras. Donc, comme en fait, c'est vous qui amenez les gens dans votre univers, en fait, finalement. Voilà, entre la tradition et l'innovation. Je suis entre les deux. Donc, j'adore la tradition, je la respecte parce que ceux qui ont fait des choses avant, ceux qui ont cuit des choses dans des feuilles de bananier, ceux qui ont imaginé des recettes d'avant, ils savaient pourquoi ils le faisaient. Et je trouve qu'aujourd'hui, ces recettes ont toute leur place. Moi, je n'ai rien à changer là-dessus. Et en côté de ces recettes-là, je vais prendre le produit, par exemple, j'en dis n'importe quoi. Il y a le ndolé chez moi, dans ma région, ma mère m'a appris à le faire. Je ne vais pas aller inventer un ndolé. Le ndolé, c'est le ndolé. Maintenant, je vais prendre ces feuilles-là. Si je décide d'en faire autre chose, je ne veux pas dire à quelqu'un que c'est un ndolé parce qu'il y a quand même des nourritures traditionnelles. Aujourd'hui, quand on parle de cuisine française, de cuisine chinoise ou japonaise, c'est parce qu'ils ont respecté aussi leur cuisine traditionnelle. Il y a des bases. Il faut appuyer dessus. Donc, je ne veux pas qu'on efface toutes nos bases et faire comme si on recrée tout. Les gens mangeaient avant. Oui. Ils mangeaient avant. D'accord. Oui, complètement. Voilà. Donc, j'ai un univers où quelqu'un adhère à mon univers ou n'y adhère pas. Je ne suis pas fermée, mais je ne vais pas faire des choses juste comme ça sur commande. Fais-moi le tiep, fais-moi le yassa. Non, je te fais goûter autre chose. Et parfois, c'est même mieux pour les gens. Pourquoi? Parce que quand tu fais goûter autre chose, tu pourras dire à ton client que vous savez qu'il y a le Burkina Faso, il y a une chef qui s'appelle Vanessa qui peut vous faire goûter autre chose. Donc, dans la tête du client, l'Afrique est diverse. Pourquoi ne pas travailler avec plusieurs chefs? Si tu appelles et tu fais toujours toutes les nourritures de tous les pays, donc, conclusion, en fait, l'Afrique, c'est un pays qui a quelques recettes qu'on met en avant. Donc, je trouve que c'est à nous aussi de parler de différenciation de cuisine chez nous. C'est à nous. Pour aider, en fait, les clients à savoir que l'Afrique, c'est divers, quoi. C'est pas une seule personne qui sait tout faire. Et aider les autres chefs à travailler aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, complètement. Alors, on a une question. Quelqu'un qui voudrait savoir à quel moment le besoin de passer au digital se fait sentir et par où commencer. Alors, de ce que vous nous avez expliqué, en fait, c'est quelque chose de naturel. Mais le par où commencer, en fait, ça m'intéresse, surtout que ça rejoint une de mes questions à moi, de savoir, en fait, est-ce qu'il y a des choses, des éléments principaux à savoir, des bases à savoir pour la digitalisation? Par exemple, savoir qu'il faut commencer par un blog, ou il faut commencer par un site internet, où c'est important d'avoir
tel genre de photo ou voilà. Est-ce qu'il y a des marches à suivre, des étapes en fait pour commencer? Maintenant que vous, parce que je sais que pour vous, ça a été intuitif, mais maintenant que vous êtes installé dans ce processus digital, en regardant en arrière, est-ce que vous pensez qu'il y a des étapes à suivre? Bon, Madame, tu veux répondre ou... non, vas-y. Donc, en tout cas, moi, j'ai parlé de mon expérience à moi. Donc, qui n'est pas toujours une expérience classique. Oui. Moi, j'ai commencé par faire un blog que j'ai gardé. Moi, je connais des gens qui ont fait des blogs. Quand ils se sont mis à faire des prestations payantes, ils ont arrêté leur blog. Parce que non seulement le blog, c'est beaucoup de travail, mais c'est gratuit. Oui. Donc, moi, je le garde pour plein de raisons. D'accord. Mais j'ai aussi discuté, parce que comme j'ai dit, je suis aussi consultante culinaire, j'accompagne aussi soit des traiteurs, soit des gens qui ont des restaurants. Il ne faut pas toujours faire comme tout le monde. Hein. Ouais, Rien exactement. que le fait, dans votre restaurant, de prendre déjà des commandes. Avant, c'était par téléphone avant. Maintenant, c'est par Internet pour certains restaurants. C'est déjà de la digitalisation. Quand les gens sont là, ils commandent, ils passent donc sur votre site. Donc, moi, je dis à tout le monde au moins d'avoir un site Internet, même un site vitrine. Parce que ce n'est pas un site vivant. Bon, il faut des photos, il faut du temps, mais au moins un site vitrine. Tel restaurant qui propose ça, 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 ça. Voilà les horaires d'ouverture. Et puis, on peut commander ici. Voilà les menus du jour. Rien que ça vous aide déjà. Ça vous rend plus visible parce que vous êtes sur la toile. On dit Abidjan, tel type de nourriture. Hop, tout de suite, on trouve votre restaurant. Ça ouvre à quelle heure? Est-ce que je peux commander? Est-ce que je peux réserver? Il y a déjà ça. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le B.A.-ba. On doit avoir son site vitrine au moins. Je te rejoins totalement là-dessus parce que moi, les gens disent, vous savez, il y a tout type de gens. Il y a aussi des gens qui n'ont pas tout ce qui est Facebook. Un homme d'affaires, il travaille toute la journée. Il y a des gens qui s'occupent de lui chercher des gens. Lui, il n'a pas que ça à faire d'aller sur Facebook ou Instagram, mais il travaille beaucoup. Voilà. Et je te rejoins totalement là-dessus, Nathalie, là-dessus. C'est-à-dire que tout le monde m'a conseillé, le site d'abord, c'est important. Parce que c'est là que les gens voient votre personnalité, voient ce que vous préparez, voient qui vous êtes. Ça fait vraiment professionnel. Le Facebook, Instagram et tout ça, ça vient après, on va dire. Je l'ai appris au fur et à mesure parce que, bon, moi, comme je vous ai dit, je n'étais pas du tout informatique. Et voilà. Parfois, on vient même pas avec des restaurants. Mais... Vas-y. Allez-y. Vas-y, Francis. Mon réseau n'est pas rapide. Mais en fait, vous dites site internet, mais Facebook, c'est aussi une page. Il y a des gens qui n'ont pas les capacités à faire un site internet, à le développer. Ils n'ont pas l'argent pour faire ça. Mais Facebook, en 10 minutes, vous avez créé une page pour votre activité, hein, sans avoir un gros technicien. Donc, il y en a, moi, je regarde, hein, puisque notre métier, c'est regarder tous les restaurants dans le monde. Mais je vois, il y a des gens qui n'ont pas de site internet, mais ils existent sur une page Facebook. Alors, ça, c'est plus facile. Peut-être qu'ils étaient déjà connus. Peut-être qu'ils étaient déjà connus. Peut-être qu'ils avaient déjà une base. Je ne sais pas. Voilà, peut-être qu'ils avaient déjà une base. Nous, moi, je n'avais pas ça. J'étais obligée. Oui, c'est OK, possible. Mais en Afrique, les restaurants africains, les acteurs de la gastronomie africaine, ils n'ont même pas de page Facebook. Ils n'ont pas de site internet. La transformation digitale, ce qu'on est en train de leur parler là aujourd'hui, c'est du charabia. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne respectent pas, ils ne payent même pas par carte bancaire dans les restaurants. Oui, mais ils payent par Orange Money. Attention, par certains côtés, moi j'ai trouvé que par certains côtés, surtout dans les paiements, l'Afrique était en avance sur l'Europe. Moi, je venais d'apprendre comment on a un compte Orange Money, alors voilà des années que les gens font des transactions comme ça. Donc, il y a des gens qui ont des pages WhatsApp vraiment professionnelles en mettant leurs coordonnées et en payant par Orange Money. Il y a toujours un moyen. Je pense qu'entre les restaurateurs en Afrique et les restaurateurs en Europe, il y a une grande différence par les moyens digitaux, en fait. Ici, en Afrique, c'est beaucoup WhatsApp. C'est vrai que c'est beaucoup WhatsApp, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Alors qu'en Europe, c'est vrai que ça fait plus professionnel et plus sérieux, je pense, d'avoir d'abord un site Internet où on peut être redirigé, avoir toutes les informations, et puis ensuite, on va avoir les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a cet écart-là, en fait, en fonction de là où on se situe, qui fait que la digitalisation est différente, en fait. Tout à fait.
Ben, C'est vrai que c'est plus... Tant qu'on nous voit, tant qu'on peut expliquer ce qu'on fait, ben, on choisit le moyen le plus adapté à notre activité aussi. C'est vrai. Mais comment faites-vous, parce que là on est confronté avec plusieurs personnes, comment faites-vous quand il y a des gens qui vont critiquer ce que vous avez fait, vos services, quand il y a un bad buzz, quand il y a des gens qui viennent seulement pour dire ben, Nathalie, c'était n'importe quoi, etc. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas-là? Comment vous avez réagi ça? Parce que ça impacte énormément votre Est-ce que vous pensez qu'on a que ça à faire avec votre Alors, moi, j'allais dire, est-ce que vous pensez qu'on n'a que ça à faire? On sait ce qu'on vaut. Dans la vie, il y aura toujours des gens pour critiquer ce qu'on fait. Donc, il faut avoir confiance en soi, savoir ce qu'on vaut et avancer. Voilà, c'est la règle du jeu. Hein. Donc, ignorer en fait ce genre de commentaires, c'est ça? Oui, sinon on déprime avec toutes les années qu'on a trimballé, les preuves, tout ce qu'on fournit comme temps, comme énergie, tout ce qu'on a donné et toutes les personnes qui vous félicitent, juste une ou deux ou quelques personnes mal intentionnées, j'ai envie de dire, parce que il faut au moins aussi avoir goûté ce que la personne fait, veut vous détruire. Voilà, il y aura toujours des gens pour vous détruire et il faut s'armer et ne pas. Moi, j'ai pas que ça à faire en fait. Je peux pas. Les gens ne vont pas jouer sur mon état d'âme à ce niveau-là. Et pour vous, Nathalie? Pour moi, pour le moment, j'ai la chance de ne pas avoir eu de mauvais commentaires officiels. Si quelque chose s'est mal passé, je suis assez visible que quelqu'un me contacte, soit par Facebook, soit par Instagram. J'ai eu des messages privés de gens qui m'ont dit des choses, mais jamais qui n'ont écrit quoi que ce soit nulle part de négatif. Je trouve aussi que, c'est ce que disait tout à l'heure Vanessa, si vraiment vous connaissez le travail de la personne et qu'il y a un jour, il y a eu un souci, pourquoi ne pas contacter la personne? Pourquoi elle écrit partout? Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais moi, pour l'instant, je n'ai pas encore eu. Voilà. Mais je me prépare, je me conditionne à ça. Si je sais que vraiment vous avez goûté, il y a ça aussi. Il y a des gens qui n'ont jamais goûté. Mais si vous avez goûté juste pour critiquer, c'est de votre droit de dire telle ou telle chose. Vous connaissez la personne. En plus, c'est un chef privé. Pourquoi vous ne contactez pas la personne? Si vous, tout de suite, vous allez l'écrire, dire, ça sert à quoi, en fait? Est-ce qu'on avance? Est-ce que vous savez que même les grands chefs, où il y a des chefs, vous allez sur leur site ou vous allez sur leur page YouTube, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce grand chef. Donc, en fait, ça, c'est le jeu. Plus, en fait, on va être connu, plus une personne commence à se faire connaître, à être connue, eh ben, il y aura toujours quelqu'un pour l'attaquer. C'est comme ça, c'est la vie. Je pense aussi que vous avez cet avantage d'être donc dans le digital et de ne pas forcément avoir ce côté où moi, j'ai pu le vivre en restaurant, ou ce côté où on va passer voir les clients, ils vont dire tout s'est très bien passé, ils vont sourire. Et derrière, on va entendre par les bruits de couloir que il y a telle chose qui s'est pas bien passée. Je pense que parfois, les clients n'osent pas ou ils n'ont pas envie de donner. Moi, je me fais un point d'honneur quand je vais au restaurant, par exemple, de dire qu'il y a eu peut-être ça qui n'a pas été, mais gentiment. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le digital, et vous particulièrement, parce que vous êtes chef privé, vous avez ce contact-là qui est direct en fait, où les gens vont vous approcher directement en privé, ce que nous, on n'a pas forcément quand on travaille dans des restaurants où les clients ne vont pas oser le dire face à face, mais ils vont passer par d'autres moyens détournés, les TripAdvisor et ce genre de choses, où c'est du coup plus blessant et puis des commentaires qui ne passent pas en fait. C'est là, c'est affiché et je pense que dans ces cas-là, c'est peut-être un peu plus difficile à vivre. Oui, certainement. Certainement. Disons que moi, j'avais une expérience parce qu'il y a chef privé, OK, mais j'ai aussi fait des brunchs, donc de plus grande envergure dans un restaurant. Il y a eu des difficultés, ça, il faut dire ce qui est, parce que c'était la première fois que ce restaurant faisait des brunchs et c'est la première fois que je travaillais avec autant de monde dans un endroit. Dans un même endroit, oui. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes de logistique, disons ça comme ça. Je savais bien que c'était pas comme je le voulais. Parce que vraiment, Vanessa peut le témoigner, quand vous êtes chef à domicile, vous êtes exigeante parce que les clients sont exigeants. Donc, ça n'était pas ce que je voulais. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, parce qu'il faut être honnête, ça ne s'est pas passé comme je voulais. C'est que
les gens ne sont pas allés faire des critiques à gauche et à droite, ils m'ont écrit. Directement. Ils m'ont écrit, ils m'ont dit, on n'a rien à reprocher à la cuisine, même si on a attendu longtemps, mais je prends aussi, je vais dire quoi, le blâme, parce qu'on est tous dans la même galère, et la restauratrice et moi. Je ne vais pas dire que parce que quelqu'un était content de la nourriture, youpi, c'est moi qui ai cuisiné, et le reste, c'est pas moi. Non, tout le reste, c'était aussi moi. Mais c'est ça qui m'a touchée, que les gens me privent en privé pour me dire, on n'a pas apprécié telle et telle chose, point. Mais ils ne sont pas allés crier sur les toits, voilà. Ça m'a beaucoup touchée. Et moi, j'aimerais revenir sur un truc parce qu'il y a critique et critique. Moi, tout à l'heure, quand tu parlais de critique, pour moi, tu parlais de la critique qui n'est pas justifiée. La critique bonne, bien sûr qu'on l'accepte. Même nous-mêmes, on va, voilà, moi, quand je vais faire une la critique malveillante, voilà. Voilà, moi, je parlais de la critique malveillante. Après, ça peut arriver de dire, ah, j'aurais préféré ça, ou comme ci, ou comme ça. Bien sûr, il faut la prendre en considération parce que c'est le client, il faut satisfaire le client. Et sur ça, oui, mais moi, tout à l'heure, ta question, je l'ai vue dans le sens où, voilà, quelqu'un a envie vraiment de faire du mal, de saboter ton travail et voilà, de tout simplement te couper l'herbe sur le pied parce que, et c'est la vérité, il faut le dire, il y en a qui n'aiment pas voir la réussite des autres, en fait. Voilà, ils voient que tu es en train de commencer à progresser. Il faut absolument te couper l'herbe sous le pied. Et puis, je pense même à Nathalie, je pense que ça, voilà, tu connais ça t'est certainement arrivé comme tout le monde, en fait. Voilà. C'est par rapport à ça que Mais là, je vais poser une question. Je vais poser une question à tous les chefs, en fait, parce que moi, d'un point de vue sociologie, c'est-à-dire qu'en Occident, ils font des remarques, ils critiquent, d'accord, quand ils ont un service. Mais moi, quand je vois en Afrique, on ne critique pas. En fait, on dit jamais c'est pas bon. On dit toujours c'est bon. Et comment gérer ce côté? Parce que moi, je vois au restaurant, c'est pas bon, mais les gens vont dire oui, c'est bon. Les Africains vont dire oui, on a aimé. Et après, quand le restaurateur s'en va, ah non, c'était pas bon. Il y a un côté, en fait, en Afrique où on ne dit pas les méchancetés comme ça. Donc, alors qu'en Europe, les Occidentaux, ils font des critiques. Et c'est un service, ils se plaignent. C'est deux choses différentes dans des environnements différents. Hein. Vrai, ici, comment un chef va progresser en Afrique alors que personne ne lui dit jamais que c'est pas bon ou qu'il se trompe? Oui. C'est vrai que Alison disait tout à l'heure que les clients n'osaient pas parler au chef, n'osaient pas. Est-ce que, comme ils n'osent pas le dire en face, est-ce qu'il ne faut pas mettre, j'en sais rien, peut-être en cahier de doléances? Je pense qu'il ne faut pas mettre une boîte à suggestions? Dématérialiser en fait la critique pour permettre aux gens de pouvoir se lâcher en fait. Exactement. Que quelqu'un se lâche dans le cahier ou quelqu'un se lâche dans une boîte anonyme parce que les gens ont toujours peur, oh mon nom, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Voilà, et on va mettre dans une boîte, trouver un système comme ça pour que les gens puissent quand même s'exprimer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne idée. Mettre un bloc-notes, effectivement, et que chacun dise ce qu'il pense, c'est vrai. Parce qu'on sait que les gens n'osent pas, les gens ont peur de vous blesser, les gens n'osent pas parler. Mais vous pensez qu'on peut faire à l'écrit, on peut faire digital, mais c'est pareil. Ils ne critiquent pas à l'écrit. Ils ne critiquent pas avec les moyens digitaux. Moi, j'utilise un système de taxi un peu comme Uber chez vous en France. Et chaque fois, il faut que je note le taxi après chaque course. Mais je me suis rendu compte que tout le temps, je notais très bien. Même si je n'étais pas content parce que je ne voulais pas que ce taximan fasse son travail. C'est ça. Je pense qu'il y a des réalités en fait, aussi de... je ne l'arrange pas. Il va perdre son emploi parce que... Donc, mais par contre... moi, je vis en Afrique. Et on a un sentiment, on donne toujours des côtés. Alors, Francis, dans ce cas, pourquoi vous ne dites pas au taxi? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça ne s'est pas bien passé, mais vous mettez une bonne note pour que vous n'ayez pas de problème. Parce que si vous ne lui dites rien pour lui, tout va bien. Si vous lui dites ça... Vous lui dites à lui, mais vous ne lui mettez pas une bonne note. Ou si c'est 5 étoiles, vous n'en mettez que 4, c'est déjà une très bonne note, mais vous lui dites ce qui n'est pas... Exactement. Exactement, comme ça, il va progresser. Oui, c'est ce que j'allais dire, Nathalie.
Je vais Donc, faire comme ça. s'il avait Et une je vais bonne vous note. envoyer les photos quand il va me frapper. Je vais faire ça. Vous Il lui va dites, me frapper, hein. non, Francis, vous lui dites que je vais vous mettre une bonne note. Mais je vais quand même vous dire que ça n'était pas bien. Mais je vais vous mettre une bonne note. Vous avez regardé l'heure, hein? C'était à 9h45, ça sera moi, Francis, vous aurez une bonne note. Mais faites un effort pour telle et telle chose. C'est tout. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que j'ai eu ce cas en allant dans un restaurant où j'ai commandé un cocktail et honnêtement, le cocktail n'était pas bon du tout. Mais c'était pas bon du tout. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de prendre et c'était pas bon du tout. Alors, je leur ai dit, je vais en reprendre un autre et je vais le payer ce cocktail parce que vous l'avez fait, j'ai goûté, mais c'était pas bon. Puisque je suis restauratrice, enfin, j'ai un minimum de connaissances. Un cocktail que j'avais de prendre, il était vraiment pas bon du tout. Et en fait, le serveur m'a regardé et dans son regard, j'ai vu de la peur, en fait, de comment est-ce qu'il va aller dire ça au barman, dire que le cocktail n'était pas bon. J'ai dit, mais je peux aller voir le barman si vous voulez, expliquer. Il a dit, non, 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 c'est bon. Mais je ne suis pas sûre qu'au jour d'aujourd'hui, le barman soit au courant que j'ai fait ce retour-là sur le cocktail. Donc, il y a aussi ce côté-là où, vous voyez, il y a aussi ce côté-là où, mais je vais avoir peur d'aller voir mon chef, je ne vais pas lui dire, ou bien, oh, les clients, là, de toute façon, ils passent leur temps à se plaindre. C'est quelque chose qu'on entend souvent les clients ils passent leur temps à se plaindre. De toute façon, lui, c'est un client difficile ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a aussi une réalité qui n'est pas intégrée. C'est là que je disais que... Excusez-moi. Non, 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 allez-y, allez-y. C'est là que je disais qu'il faut faire la différence entre la critique constructive et la critique malsaine. Ouais. Là, moi, la critique malsaine, je sais, voilà, on la reconnaît. La critique constructive, on la connaît aussi. Parce que moi-même, déjà, dans ma tête, moi, mon but, c'est de satisfaire le client. Et je le dévance à ce niveau-là. Je sais ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et voilà. Donc, c'est là, si la personne, justement, par exemple, vous parliez du taxi tout à l'heure, il ne peut pas vous frapper parce que vous l'avez conseillé. Donc apporter un plus. Il peut pas. La critique n'était pas malsaine, elle était constructive. Donc c'est à l'être humain, c'est de faire la différenciation entre ces deux-là. D'accord. Et c'est là qu'on peut progresser. Est-ce que vous utilisez des plateformes qui sont autres, qui sont pour, par exemple, des plateformes de réservation ou des plateformes, je ne sais pas si vous faites de la livraison. Est-ce que vous utilisez des tierces comme ça pour que les gens se réservent pour vos services? Voilà encore un sujet qu'on n'avait pas abordé, qui est vraiment le changement, même pour les restaurants traditionnels, donc l'utilisation des plateformes de réservation, les plateformes de livraison. Moi, j'ai utilisé une seule plateforme jusqu'ici, c'est tout, et qui a été rachetée. Donc, pour le moment, j'en ai pas d'autres. Pour le moment, je me débrouille toute seule. C'était inviteenchef.com. Inviteenchef.com, c'est une plateforme créée. Donc, leur promesse, c'était la première plateforme des chefs pour les chefs. C'était vraiment ça. C'était une très, très belle conception. C'est un couple qui s'était rencontré chez Top Chef, vraiment les premières éditions, à peut-être 10 ans de Top Chef, et qui a décidé de monter donc une boîte, les chefs, pour des chefs à domicile. Donc, on appelait une entreprise ou un particulier, appelait chez eux et disait ce qu'ils voulaient, soit comme cuisine, soit disait, conseillez-moi. Et puis, il y avait des chefs qu'ils avaient acceptés sur leur plateforme avec un mot de présentation, leur menu, les différents types de propositions. Ça pouvait être court, ça pouvait être cocktail, ça pouvait être, oui, c'est ça, repas en livret, etc., etc. Et puis, cette plateforme prenait une commission. L'avantage d'une plateforme comme ça, c'est qu'en général, elle est connue, elle dépense beaucoup d'argent en publicité. Ils avaient fait TF1, Gala, M6 et tout ça. Donc, vous vous appuyez sur leur notoriété pour avoir des clients sans les chercher, en fait. Bon, malheureusement, je ne sais pas pourquoi la plateforme a eu des difficultés, a été rachetée par une autre, la Belle Assiette. Donc, pour le moment, je n'ai pas de plateforme, mais il y en a beaucoup, les Uber Eats et Deliveroo. Et moi, ce n'est pas de plateforme pour le moment. Ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse? Moi, je pense que ça peut être intéressant. Je vais juste répondre à la question. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. C'est que je me dis que pour être sur une plateforme, il faut avoir une offre, en tout cas, c'est mon point de vue, peut-être que je me trompe, une offre régulière. Donc, pour le moment, je suis
vraiment prise par les ateliers et par mon livre que je suis en train de rééditer, d'autres que je suis en train d'écrire, voilà, c'est pas régulier. Alors que si je disais, par exemple, tous les dimanches, je fais un brunch, à ce moment-là, pourquoi ne pas m'associer à une plateforme? Parce que tous les dimanches, je le ferai. Mais si je fais un dimanche sur 4, je trouve pas, pas vraiment pertinent. Donc, pour le moment, c'est pas d'actualité, mais je pense que ça viendra. D'accord. Vanessa, je t'interromps. Eh ben, écoute, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et tout ce que tu as dit, c'est ce que je pense. C'est qu'il faut avoir une offre régulière. Et si c'est pour être inscrite là-dedans et puis que ça revienne plutôt à la plateforme, et finalement, vous avez que le travailler pour la gloire, bon, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse pas. Franchement, si vous avez une offre régulière, et si vous avez... Moi, j'aimais beaucoup inviteenchef.com. J'ai eu vraiment beaucoup de clients comme ça. Donc là, on verra plus tard. Il faut réfléchir. Est-ce que quelqu'un va faire de la livraison à ce moment-là? Pourquoi ne pas prendre une plateforme? On verra. On verra. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la livraison, c'est l'étape, bon, forcément, avec ce qui se passe dans le monde, avec le Covid et tout ça, est-ce que déjà, dans un premier temps, ça a une grosse influence sur votre activité de chef privé? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que du coup, la livraison, ça sera la cuisine de l'avenir, en fait, finalement? Oui, tout à fait. Dématérialiser tout et faire que de la livraison? Ou est-ce que vous pensez que chef privé, ça peut quand même marcher? Ou, enfin, je sais pas, quel est votre ressenti par rapport à ça? Moi, je pense les deux. Je pense les deux. Je pense que c'est la cuisine, entre guillemets, la livraison, c'est de l'avenir par rapport à la livraison. Et chef privé, moi, la dernière fois, j'ai eu une commande de dernière minute. Il y a une cliente qui m'a connue par l'intermédiaire d'une cliente chez qui je travaille régulièrement, végétarienne, qui a fait appel à moi et je l'entendais parler. Elle me disait, oui, moi j'en ai marre tout le temps. C'est vrai que avec le travail, comment le télétravail, moi j'en ai marre de préparer. Je sais pas comment préparer. Elle veut aussi manger sain. C'est quelqu'un qui la nourriture saine, c'est important pour la plupart des gens maintenant, parce qu'ils commencent à se rendre compte que la cuisine saine, bah voilà, c'est avec tout ce qui se passe, les gens commencent un peu à être parano et à juste raison. Et elle dit, moi, voilà, j'avais envie voilà, qu'on me prépare pour moi, j'en avais marre. Donc, je pense justement que par rapport à ce qui arrive actuellement, le chef privé va commencer de plus en plus à se développer. D'accord. Alors, je souscris à tout ce que Vanessa a dit et je rajouterai pour ce qui est de la restauration classique, parce que comme j'ai dit, je travaille aussi beaucoup avec des gens qui ont des restaurants. Des restaurants, oui. Voilà. Même avant tout ce qui se passe avec le virus, beaucoup de restaurants livraient à domicile. Beaucoup de restaurants livraient déjà à domicile. Ça dépendait des périodes. Quand il y avait des compétitions de football, de handball, bref, une compétition qui réunissait des gens à un endroit précis, ils livraient beaucoup à ce moment-là. Il y a des restaurateurs qui, au départ, se disaient « j'ai mon local, les clients arrivent, je vends », qui font aussi traiteur parce qu'il y a un client qui va aimer tel ou tel plat et qui va dire « je peux m'en faire 300 ». Tout de suite, les restaurateurs ont dû aussi pivoter, dire « ok, je vais ouvrir une partie traiteur », alors qu'au départ, ce n'était pas tout à fait ça. Il a son restaurant, il devient aussi traiteur, il livre des repas. Toutes les plateformes qui sont venues, Just Eat, en tout cas chez nous, chez Delivery ou d'autres, et peut-être, je ne sais pas si c'est comme ça aussi dans certains pays africains, permettent aussi de livrer les repas. Et ça fait que les restaurateurs physiques avec qui je discute ont aussi eu des clients parfois plus jeunes. Parce que beaucoup de jeunes aiment commander. N'aiment pas toujours aller au restaurant. Donc, une clientèle plus jeune, une clientèle plus diversifiée, qui parfois ne va pas toujours au restaurant, mais qui aime manger des choses qu'ils commandent, comme les gens commandent parfois des pizzas. Et là, ils vont commander un vrai repas, entrée, plat, dessert en restauration. Et ça apporte aussi au restaurant physique, et ça leur apporte toujours, pour certains qui sont ouverts, parce que tout le monde n'a pas pu rester ouvert ici, une manne financière un peu, quoi, en plus. Quoi. Donc, la livraison, pour moi, ce n'est même pas quelque chose pour demain, c'est déjà là. Depuis un moment, ça s'est accéléré avec le virus, mais il y a des restaurants qui livraient déjà. Franchement, qui livraient déjà. Il y en a qui peuvent livrer des hôpitaux, il y en a qui peuvent livrer
des écoles de temps en temps, des entreprises, voilà. Donc, en fait, je ne vais pas dire que tout le monde fait tout, mais le restaurateur devient chef privé aussi. Oui, il est obligé quelque part. Et le chef privé, parfois, il peut avoir des demandes de 100, 200 comme un traiteur, alors qu'au départ, c'était quelque chose vraiment de particulier chez quelqu'un. Voilà. Donc, on s'adapte aussi aux clients, parfois. Oui. Et je voudrais rajouter aussi que au fur et à mesure, j'ai appris, j'ai constaté que la plupart des gens, il y a des gens qui ne savaient pas ce que c'était un chef à domicile. Et ils veulent expérimenter justement ça. Et voilà, le restaurant à domicile, être assis chez toi, ne pas te lever, être bichonné, quoi. C'est quelque chose de curieux pour certaines personnes qui ne connaissent pas ça. D'accord, d'accord. Et Donc, je moi, pense que ça va se développer. de plus en plus. J'aimerais savoir, est-ce que justement dans cette activité-là, vous avez un programme pour fidéliser les gens, ou est-ce que vous aimez avoir plusieurs fois les mêmes personnes, ou au contraire, c'est la diversité, avoir des gens complètement différents. Un jour, je ne sais pas, c'est dans tel endroit de la France, le lendemain, c'est là. Ou est-ce que vous préférez de temps en temps avoir toujours les mêmes clients, vous êtes habitué à eux, vous savez ce qu'ils aiment en termes de cuisine. Est-ce que vous pouvez faire comme recette ou ne pas faire ce genre de choses? Moi, déjà, à la base, je suis très contente j'adore mon travail. Donc, moi, j'aime bien la diversité, en fait. C'est comme, voilà, je vous disais tout à l'heure, j'adorais voyager. J'adore voyager, j'adore voir des gens différents aussi et leur faire justement partager mon univers de la cuisine. Donc, avoir les mêmes personnes, je suis très contente de les avoir, mais je suis aussi très contente de connaître aussi d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres horizons. Voilà. D'accord. Et pour vous, chef Nathalie? C'est toujours bon d'avoir des clients fidèles, hein. Ça, on ne va pas dire le contraire. Tout à Il y a fait. des gens qui sont contents de manger ce que vous faites, qui sont toujours à l'affût de ce que vous faites. Vous avez l'impression que, quel que soit ce que vous proposez, ils aiment toujours. Ça fait plaisir. Ouais. Mais en même temps, j'aime bien, comme le disait Vanessa, rencontrer d'autres personnes, rencontrer de nouveaux univers, rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'en fait, moi, j'apprends en même temps. J'apprends en même temps que je cuisine. Je vais aller chez quelqu'un, je vais aussi lui demander ce qu'on mange chez lui, parce que même si c'est des gens parfois de mon pays, on ne mange pas la même chose dans toutes les régions. Ouais. Donc, j'apprends aussi en même temps que je rencontre du monde. Donc, on adore avoir des gens fidèles parce que franchement, une personne fidèle, moi, je connais des gens qui assistent à tous mes ateliers. J'en suis reconnaissante. Ouais. Mais en même temps, vous aimez aussi voir quelqu'un qui vous commande quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. C'est ça, voilà, qui vient les découvrir. deux nous conviennent tout à fait. On va dire qu'avec le client qui nous connaît déjà, on est déjà confiant. Avec un nouveau client, c'est vrai qu'on a cette adrénaline-là et puis cette peur aussi parce qu'on veut aussi plaire et on a peur de déplaire. C'est juste la différence. D'accord. D'accord. Je crois que combien de temps ça vous prend pour suivre tout ce qui est digital? C'est-à-dire que tous vos réseaux sociaux, les sites internet, en pourcentage de votre temps dans la semaine, ça vous prend combien de temps, ça? Moi, beaucoup, parce que je ne maîtrise pas trop. Hein. Moi, beaucoup. Je ne sais pas, dans la semaine, je n'ai pas une ordre d'idée, mais ça prend beaucoup plus que sur mon temps de travail et ça m'agace un petit peu. Honnêtement, je n'ai pas envie de quantifier parce que je pense que je me rendrai compte de… Je pense que c'est beaucoup aussi pour chef Nathalie. non, je publie, si je ne prends qu'Instagram, parfois 3 fois par jour. Bon, là, pour le moment, c'est plutôt le blog qui est un peu à l'arrêt. Donc, j'ai, je ne sais pas combien de recettes je dois mettre là-dedans. Mais la différence entre les deux, c'est que sur Instagram, vous allez prendre une photo, vous allez faire une vidéo, même pendant que vous cuisinez, hop, vous l'envoyez. Parfois, on n'a même pas besoin de mettre une légende.
Alors que moi, c'est impossible que dans mon blog, je mette une recette comme ça. Il y a déjà des ingrédients à mettre, il y a les différentes étapes de la recette. En bas, il y a conseils, astuces, variantes et informations sur les produits. C'est beaucoup de travail. Donc, les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps. Donc, je pense que je vais peut-être lever un peu le pied. Peut-être que les gens ne remarqueront pas que j'ai levé le pied, mais moi, je saurais. Déjà que vous avez levé le pied. Est-ce que j'ai levé le pied pour poster un peu plus dans mon blog, parce que non seulement c'est Instagram, c'est Facebook. Bon, j'ai relié les deux, mais il y a LinkedIn, et de temps en temps, je suis Twitter. Ouais. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Et est-ce que vous avez eu des formations, ou est-ce que vous pensez à prendre des formations, peut-être pour vous rendre justement les choses un peu plus, comment dire, intuitives, pour que ce soit plus facile et que du coup, vous ayez moins de temps à perdre là-dessus, ou non, vous pensez que toute seule, vous arriverez à gérer Une formation, c'est toujours bien, je pense, hein. Mais c'est le temps. Le temps de la... OK. J'ai pris une formation qui m'a permis donc de relier mon Instagram à ma page Facebook, parce que j'ai un profil Facebook professionnel, j'ai une page Facebook, ça faisait beaucoup. Il y a plus de gens sur mon profil que sur ma page. Et j'ai envie vraiment de travailler de plus en plus avec ma page, parce que la page est plus professionnelle, la page a des statistiques, voilà. Donc ça, j'ai appris ça. Il y a des formations comme ça, des fois ça dure 1 heure, hein, tout simplement. Voilà. Mais une formation, si quelqu'un est calé, ça je le dis clairement, si quelqu'un est calé en Pinterest, je suis prête à prendre une formation. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, quand vous avez un blog de cuisine, le plus de gens qui viennent le visiter, ils viennent de Pinterest. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on néglige. Quand vous avez un blog de cuisine avec tous les détails, les recettes et tout ça, c'est Pinterest. Parce que c'est des pins. Des pop-up comme ça. De recettes. Et si ça plaît, tout de suite, c'est dirigé vers votre blog. Donc, moi, si quelqu'un a une vraie formation Pinterest, je suis prête à la prendre. D'accord. J'ai l'impression que Vanessa est un peu plus réticente sur les réseaux. Là, on a l'impression que chef Nathalie, elle est très, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, que vous aimez faire et tout ça. Mais chef Vanessa, on a l'impression que c'est un peu, c'est plus une corvée qu'autre chose, quoi. Ah oui, oui, je vous avoue. On a des parcours différents aussi. Vanessa, tu as dit que tu as commencé il y a 20 ans. Tu n'as pas commencé avec les réseaux. La cuisine, voilà. Non, la cuisine seulement. Voilà, exactement. Donc, moi, j'ai commencé un blog, j'ai commencé à Envoler Gourmand directement par un blog. Donc, directement sur les réseaux. Donc, oui, donc pour vous, c'est l'habitude, en fait, finalement, je pense. Disons que je n'ai pas trop le choix, en fait. Je n'ai pas trop le choix parce que même les livres que je vends en direct, quand c'est pas à la FNAC et tout ça, quand je les vends en direct, beaucoup de gens viennent par Instagram. Et les gens qui viennent par Instagram, ce n'est pas les gens qui sont en France, hein. C'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Ou par Facebook. Et justement, est-ce que vous avez pour projet de rentrer en Afrique, faire quelque chose, chacune dans son pays d'origine, faire quelque chose, peut-être installer quelque chose. Alors moi, Pardon, je vous laisse finir, désolée. Non, c'est ça en fait. Peut-être installer quelque chose que vous allez pouvoir suivre ensuite en repartant en France, justement parce qu'aujourd'hui, c'est possible de faire du suivi, de faire tout ça via Internet. Est-ce que c'est avec une bonne équipe, hein? Attention. Oui, forcément. On ne peut pas confier ça à n'importe qui. Ça, c'est une certitude. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, que vous avez en tête, justement, vu que je pense que dans quelques années, le digital, ça sera vraiment le truc à ne pas négliger, même déjà dès maintenant. Et je pense que ce sera vraiment un outil plus. Vanessa, tu commences? Alors moi, comme je vous ai dit dans l'intro, c'est vrai que moi, j'ai à cœur de partager mon univers de la cuisine avec mes compatriotes du Burkina Faso. Donc, c'est vrai que c'est un projet, voilà, j'aimerais vraiment beaucoup. Et puis montrer aussi, parce que vous savez, je pense que ce n'est pas Nathalie ou même toi qui me contredira, mais en Afrique, le métier de cuisinière, c'est pas l'amour pour les gens. Et ils disent le mot que je déteste là, c'est bonne boy. Voilà. Et leur montrer un autre univers, vraiment que c'est un beau métier, que qui vaut tous les autres.
comme tous les autres, Mhm. effectivement, en fait, Mhm. c'est le message que je passe toujours. Même si tu fais femme de ménage, fais ton travail avec amour et Amour. passion et sois surtout ambitieux. Parce Mhm. que j'adore mon travail, mais si je n'étais pas ambitieuse, je me contenterais d'éplucher les carottes de mon patron dans le restaurant et je n'aurais pas eu envie d'évoluer. Mhm. Parce que, voilà, je me contentais d'être là, j'étais contente. Et bah, moi, c'était pas mon état d'esprit. J'ai toujours voulu évoluer ou réussir dans n'importe quel métier que j'envisagerais parce que c'est l'ambition, c'est le goût du challenge, le défi. Et voilà, se dire que bah, j'ai pas choisi de venir au monde. Je suis pas, enfin, je suis pas, entre guillemets, voilà, je dis le mot, je suis pas riche, on va dire, mais j'ai tout fait pour m'extraire de là par rapport à mon travail et surtout mon ambition et je lâche pas l'affaire à ce niveau-là. Donc, voilà, et respecter les gens qui font des travails que, voilà, on ne trouve pas aussi, entre guillemets, glamour, quoi. Ça, c'est mon cri. Donc, voilà. Donc, comme je disais, j'aimerais partager mon univers de la cuisine à mes compatriotes du Burkina. Et pourquoi pas un jour, si les choses avancent un peu plus, ouvrir une espèce de crêperie ou voilà, là-bas en D'accord. plus de l'activité que j'aurai là-bas. Mais ça veut dire que ça marche déjà pour moi Bien ici ici. avant d'aller là-bas. D'aller là-bas. D'accord. Et pour chef Nathalie? Oui, chef Allison, pour moi, c'est naturel en fait. C'est naturel. Maintenant, sous quelle forme? C'est en réflexion. Euh, mais pour moi, je trouve que ce que je fais est plutôt en amont, plutôt en aval, c'est-à-dire après, en aval. D'accord. Maintenant, ce qui est en amont, c'est l'agriculture, c'est la terre, c'est le sol. Donc, moi, mon rêve, ce serait de travailler avec des gens pour faire une ferme écologique, bio, voilà, au Cameroun, au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, au Gabon. Mhm. Voilà, donc c'est vraiment ça. C'est mon ambition ultime, avoir quelque chose de terrien, avoir de la terre qu'on cultive. Des Et produits, d'accord. peut-être, à partir de là, tout ce qui sort de la terre, le cuisiner d'une certaine façon. En attendant ça, je me dis que la chose la plus simple, ce serait, bon, maintenant il y a le virus, je ne sais pas, on verra bien, ce serait d'avoir des ponts, comme j'ai des ponts avec vous, avec d'autres personnes, venir dans des pays, faire des ateliers, déjà ça. Parce que ça nécessite quoi? Ça nécessite de la matière grise, ça nécessite un peu d'investissement et avoir aussi des gens qui vous accompagnent et qui vont aussi trouver que ce que vous faites est important. Et l'autre, vraiment, Mais vous avez, quelque chose de plus ambitieux. Ce que je dis, ça, c'est mon rêve ultime, avoir quelque chose, une ferme écologique. Et dans la ferme écologique, qui sera à la fois euh, euh, quelque chose de pédagogique aussi, parce que j'aime enseigner, ça, je le dis tout le temps. Et puis, une ferme qui va transformer les choses. Mais ça, je dis, ça, c'est quelque chose d'ultime. Ça Oui. nécessite des fonds, ça Du temps, nécessite du moyen. peut-être que ça restera toujours un rêve, hein, j'en sais rien. Ou peut-être que je travaillerai avec des gens qui ont déjà quelque chose et moi, j'apporterai aussi mon expertise. Tout est possible. C'est pas parce que mais vous avez dit on n'a que, pas à soi quelque chose que ça ne peut pas se réaliser. Donc, voilà. Et Francis? vous avez dit que vous réalisez des ateliers. Mais ces ateliers-là, vous les faites même avec des moyens digitaux. C'est-à-dire que vous pourriez Aussi, je faire fais des les deux. ateliers pour les... Pardon? J'ai dit, je fais les deux, présentiel et Je n'ai pas entendu. en ligne, quoi. Voilà. Oui, 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 vous faites les deux, oui. Mais donc, ça veut dire que vous pouvez faire des ateliers pour le public africain, par exemple. Ben oui, mon atelier du 30, je l'ai même sponsorisé sur Facebook et c'est très bizarre. J'ai contacté, du moins dans le sponsoring, j'ai mis plusieurs pays et puis je dis bravo à la Côte d'Ivoire. C'est pas qu'ils s'inscriront, peut-être pas, mais ceux qui ont manifesté leur intérêt, qui ont dit je suis intéressé, qui ont quand même répondu honnêtement de tous les pays que j'ai mis là, il n'y a que les Ivoiriens. Ça, je tiens à le dire. Mais ça, c'est des ateliers gratuits ou payants? Payants. C'est des ateliers payants. Du 30 janvier?
que moi, du je 30 suis pas. janvier. D'accord. Je Le vais regarder matin, parce que j'ai pas vu. de 8h à 13h à peu près, et l'après-midi de 17h30 à 20h30. Il m'arrive aussi, et parfois dans des groupes, ça je l'ai déjà fait plusieurs fois, je suis dans certains groupes, comme je n'ai pas toujours le temps de poster, parce que c'est compliqué. Vous connaissez les groupes de cuisine, par exemple, sur Facebook. C'est bien, mais en même temps, nous, on a notre propre Facebook, on a notre blog, on a plein de choses, donc on n'est pas, c'est pas toujours possible que nous, on poste nos recettes dans le groupe. Donc, si je suis dans un groupe, OK, je me dis, de temps en temps, je vois le responsable du groupe et on s'entend et je peux faire un atelier parfois gratuit pour le groupe parce que je n'ai pas le temps de poster tout le temps, voilà, c'est ça. Donc, je fais des ateliers payants, je fais des ateliers gratuits et les ateliers payants, je mets toujours que si vous êtes en Afrique, me contactez pour des modalités particulières parce que pour ne pas brouiller le message, je ne mets que le prix de la France, de l'Europe, des États-Unis, voilà. Donc, moi, j'ai eu des gens qui sont venus du Bénin, qui ont dit, je suis intéressée, mais est-ce que ça a ce prix-là, en euros, là, comme ça? Donc, je leur ai fait un prix. Voilà. Donc, je dis, quelqu'un en Afrique, ben, qui me contacte, et puis on verra bien. D'accord. Et en parlant d'atelier cuisine, le samedi, voilà, je pense que avec Christina Roots original, j'animerai aussi un atelier cuisine. Cuisine afro, traiteur afro. Traiteur afro, je crois. Traiteur afro. Oui, voilà, avec Christina Roots. Oui, Christina fait régulièrement des ateliers avec des chefs. Ça, c'est des ateliers gratuits. Donc, elle contacte des chefs avec qui elle travaille. Peut-être que la prochaine fois, ce sera moi parce que je travaille avec Christina. Voilà. Donc, il y a des ateliers payants, des ateliers gratuits. Moi, mes ateliers dont je parle, ils sont payants. N'hésitez pas à passer par Oudj pour qu'on vous fasse un peu de pub. Là, on est connectés, on a 4 chefs là déjà qui sont connectés. Donc, c'est génial parce que du coup, on arrive à voir un peu plus de gens, à discuter et à justement faire des contacts, faire des liens, faire des ponts, comme elle disait Nathalie, pour pourquoi pas faire, 5 chefs, pardon, faire plus tard, faire des ateliers, des rencontres, des échanges. C'est magnifique en fait d'avoir cette plateforme. Donc, voilà, on se donne de la force mutuellement, quoi. Oui. Et merci parce que j'ai vu que vous avez partagé justement aussi le poste de Christina, voilà, par rapport à la... Oui. Mais chef Amada... Ah, il est là? Il est là depuis le début. Dis-nous un petit mot. Bonjour Nathalie, ça va? Oui, il est là. Il ne veut pas parler. Mais il est là depuis le début. Un petit non, mot. mais j'écoute. Ah, j'adore lui. Je suis un élève sage. Ah, je le connais bien. Un plaisir de vous entendre. Comment ça se passe pour vous, la transformation? Comment ça se passe pour vous, la transformation digitale? Qu'est-ce que vous avez, un site internet, du Facebook? Alors, moi, j'ai depuis le début de mon activité, j'ai tous les outils au niveau digitaux, pardon. Mais alors moi, je suis pas, c'est pas moi qui les gère parce que je m'y connais pas et ça prend énormément de temps, comme disaient les filles. Et puis voilà, je pense à mon sens qu'il faut être aussi passionné. Donc, ça fait partie des outils d'aujourd'hui qu'il faut posséder. Mais pour ma part, je me concentre sur ma partie à moi. Il y avait une question. Après, j'ai envie de rajouter qu'effectivement, je pense qu'à un moment donné, pour pouvoir grandir, il faut pouvoir se détacher et répartir justement ces tâches parce que les grands groupes, les grandes entreprises fonctionnent parce que justement, on crée des postes, ou en tout cas, on occupe ces postes-là par les compétences nécessaires. Ça pourrait être une inspiration pour vous, Vanessa. Vous qui n'aimez pas trop ça, peut-être déléguer, trouver quelqu'un pour faire ça. C'est ce que j'attends. Si jamais. Elle a dit tout à l'heure. Hein. Si jamais ça marche et je monte, je déléguerai parce que moi, je veux me concentrer sur ma partie principale qui est là. D'accord. Il y a quelqu'un qui a une question et qui voudrait savoir si le digital permet de gagner de l'argent. Et est-ce que vous avez vu votre chiffre d'affaires accroître grâce au digital?
Il y a Chef Fatou qui a répondu partiellement en disant que le digital est rentable. Donc, on voudrait aussi avoir votre avis. C'est certainement rentable. Moi, pour l'instant, ça m'a mis en connexion avec des gens. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu mon chiffre d'affaires accroître par rapport au digital. Mais en tout cas, ça fait la mise en relation, en tout cas. D'accord. Et pour vous, chef Nathalie? Oui, je suis d'accord avec Vanessa. Moi, je ne peux pas dire que ce soit le digital qui me fasse gagner de l'argent, mais le digital, du moins, ça dépend de ce qu'on appelle digital. Moi, ça me permet de me faire connaître. Et justement, ces gens qui me connaissent et connaissent mon activité me contactent par rapport à un brunch, par rapport à mon livre, par rapport aux ateliers. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un effet un peu trompe-l'œil dans le sens où, alors avec les réseaux, justement, il y a plein de gens qui vont vous suivre, qui vont vous dire que c'est très bien ce que vous faites, qu'ils vont aimer vos photos, mais qui derrière ne vont pas forcément venir aux ateliers, ne vont pas forcément participer, ne vont pas venir forcément goûter votre cuisine. Donc en fait, c'est juste des gens qui vous suivent, mais il n'y a pas forcément de plus-value en fait. Est-ce que c'est pas un peu un côté un peu l'envers du décor, un côté un peu négatif en fait, finalement? Ben, il faut l'avoir en tête, en fait. Il faut l'avoir en tête. Ce n'est pas parce que vous avez 6 000, 7 000 personnes qui vous suivent que vous avez même 3% de gens qui achèteront votre livre ou viendront vous payer. Il y a des gens qui viennent aussi, et c'est normal, c'est le jeu pour leur propre intérêt, c'est normal. C'est-à-dire, on aime bien ce que cette personne fait, elle explique les choses, ok, je me connecte, je ne rate rien, c'est gratuit, mais je n'irai jamais lui donner de l'argent en prenant un atelier client ou en achetant son livre. Puisqu'il y a du contenu, là, je vais me contenter de celui-là. Contenu gratuit, quoi. Donc, il ne faut pas que le fait d'être suivi vous grise, quoi. Oui, c'est ça. Il faut garder en tête. Voilà. Et il faut aussi voir le nombre de gens qui disent j'aime, parce qu'il y a ça aussi. Si vous avez 7 000 personnes qui vous suivent, vous n'avez pas 7 000 j'aime. Vous n'avez pas 7 000 commentaires. Donc, ça commence déjà par là. Vous voyez déjà la différence. Ça, c'est les gens déjà qui commencent par s'engager en faisant un commentaire, en faisant un j'aime ou en vous écrivant de façon privée. Ce n'est pas 7 000 personnes, ce n'est même pas 700 personnes, ce n'est même pas 70 personnes. Il faut faire attention. Ah oui, il faut faire attention. Oui. Il faut bien garder la tête froide quoi, par rapport à ça. Tout à fait. Mais en même temps, c'est un formidable moyen aussi disons, un formidable moyen publicitaire, quoi. En fait, voilà, c'est ça, c'est de la publicité, c'est de la visibilité sans forcément être monétaire, en fait. Vous devez dire aux gens ce que vous faites. Mais ce n'est pas juste ce qui se passe sur les réseaux qui vous permet de vivre. Si vous faites de la consultation culinaire, parfois, ça ne passe même pas par le réseau, par les réseaux sociaux. C'est en direct. Donc, les choses qui sont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours ça qui fait le cœur de votre activité. Oui. Chef Vanessa, quel est votre point de vue? C'est vrai que je rejoins Nathalie. C'est pas... excusez-moi, en cours de route, j'ai eu un appel. Rappelez-moi un peu. Non, je disais on vous a eu. Je disais que les réseaux... Elle avait répondu. La question, c'était est-ce que elle avait répondu. Elle a dit non, pas forcément. Et moi, elle avait répondu déjà. Il a piégé. Il a fait exprès. Il a fait exprès, Francis. Mais il y a Chef Fatou qui disait... Il y a Chef Fatou qui disait, qui a répondu en disant que le digital est rentable parce qu'on élargit sa cible. Mais justement, est-ce qu'en élargissant sa cible, ça veut dire qu'on a plus de personnes qui viennent consommer ou on a juste plus de personnes qui nous suivent? Parce que finalement, c'est pas monétairement, en fait, c'est pas rentable. C'est ça la finalité, n'est-ce pas? On a plus de prospects. Et dans les prospects, tu peux toujours trouver des clients. Exactement. Voilà. Okay. Donc, c'est quantitativement, on a beaucoup de gens et là-dedans, il peut avoir quelques clients. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Il faut toujours, pour mettre ce que vous faites, poster, voilà. Alors, effectivement, on ne compte pas sur ça, mais voilà, il faut quand même communiquer. Et à côté, travailler toujours. Coucou Fatou. J'ai deux questions. Vas-y. J'ai deux questions.
La première question, c'est est-ce que vous payez de la publicité sur Instagram, Facebook pour pouvoir être visible? La deuxième question, est-ce que vous avez déjà réalisé des vidéos et est-ce que ces vidéos-là, vous les avez faites vous-même avec votre téléphone ou bien il y a des spécialistes qui sont venus vous aider à les faire? C'est ça mes deux questions. Alors Donc, moi… est-ce que vous payez pour avoir la publicité sur les réseaux sociaux ou est-ce que vous avez réalisé des vidéos à titre personnel ou bien avec une équipe qui vous aide? Voilà. Alors moi, j'ai payé, pas souvent, hein. Ça m'est arrivé de payer dernièrement. Là, j'ai commencé parce qu'on m'a appris justement pour faire de la pub, pour me faire connaître. Voilà, par rapport à cette question. Et l'autre question, c'est que dans mes débuts, comme je n'étais pas du tout, comme je vous ai dit, informatique et tout, j'ai payé des gens pour venir me faire des vidéos de ma cuisine. Alors, je n'étais pas forcément satisfaite et je mettais du temps à avoir la vidéo. Maintenant, j'ai une chaîne YouTube au nom de Perles d'Orange, donc séparée, sans le apostrophe, où moi, mes vidéos, je les fais moi-même, mais via justement une application, je les fais moi-même. Ça pourrait être mieux, mais c'est mes débuts. Certainement, ça sera mieux. Et puis, si un jour j'ai les moyens, je déléguerai quelqu'un aussi pour faire ça. Voilà. Quelle application, s'il vous plaît? Quelle application comme ça? C'est… Tout le monde profite de votre expérience. Oui, tout à fait. Alors, j'ai peur de… c'est une application… j'ai peur de sortir pour ne plus revenir. Non, mais… Vous pourrez nous l'écrire après, sinon. Parce que… Si vous appelez, mettez-la, écrivez-la dans le texte. Voilà, plus tard. D'accord, ok, ça marche. Chef Nathalie, alors, pour vous, alors, la première question, est-ce que j'ai déjà payé? Oui, je paye quand j'ai un événement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que par exemple, sur Facebook, j'ai payé pour sponsoriser mon atelier, pour toucher d'autres personnes, parce que comme c'est en ligne, donc j'ai mis des pays, en disant que je voudrais toucher des gens dans tel pays. Voilà, ça je le fais en fonction des événements, en fonction d'événements spécifiques. Alors, pour ce qui est de la vidéo, c'est vrai que depuis que je parle des réseaux, je n'évoque pas YouTube. J'ai une chaîne YouTube dont je ne parle jamais. C'est incroyable. Qui s'appelle Envolée Gourmande. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut y trouver? C'est des vidéos qui sont faites par ma fille, par mon mari et par des professionnels. Donc, il y en a de trois sortes. Donc, quand pas des professionnels, si j'avais eu un événement particulier, donc ce n'est pas toujours des recettes expliquées. C'est-à-dire, j'ai fait un événement quelque part, on va faire une vidéo, je peux faire venir un professionnel qui a des vidéos là-dessus. Parfois aussi, c'est mon mari qui peut m'accompagner et qui va faire des vidéos. Il y a aussi des vidéos de recettes que j'ai faites chez moi qui ont été filmées par ma fille, les trois là. Et c'est aussi quelque chose en réflexion que je vais peut-être un peu plus développer en faisant directement moi-même peut-être quelque chose en live de temps en temps. Voilà, prendre une recette du blog, parce que des fois les gens m'écrivent « Ah, j'ai fait telle recette, la photo n'était pas comme ci, comme ça. » Je vais réexpliquer la recette directement sur YouTube. Donc, en clair, je peux payer pour sponsoriser un événement précis. Et pour les vidéos, j'ai 3 sources aujourd'hui qui m'aident pour les vidéos, ma fille, mon mari et des professionnels. Et j'ai une chaîne YouTube. Voilà. Est-ce que vous payez votre fille? Parce que les professionnels, elle est beaucoup utilisée, cette jeune femme là. Les professionnels, il n'y a même pas à discuter, je les paye. Non, votre fille. J'ai dit ma fille, mon mari et les professionnels. Voilà. Il demande votre fille. Bon, maintenant, ma fille… Le mari, on ne veut pas savoir, mais votre fille. Alors, ma fille, on peut la payer, mais mon mari et tout le monde s'en fout, c'est ça? Non, le mari, on ne veut pas savoir comment vous le payez, il a dit. C'est la fille, on veut savoir. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit « Votre fille le fait de bon cœur ». Oui, elle le fait de bon cœur, mais elle est de plus en plus occupée. Maintenant, je la paye de façon, je veux dire de façon indirecte. Elle n'a pas un bulletin de salaire. Ça, disons les choses comme elles sont. Mais je commence à la payer. Voilà, je commence à la payer
parce qu'elle commence à travailler de plus en plus, parce qu'en dehors des vidéos, Fait plus de de choses. par son appétence et par sa passion qui est le design, elle a eu son bac, elle est rentrée dans une école de web design. Donc, je vais de plus en plus travailler avec elle. Donc, je vais la payer, quoi. Je la paye d'une façon, ne vous en faites pas. Et du coup, pas sur les pieds, hein, donc elle a ses clients. Je balance la même question sur Chef Vanessa parce que vous aussi, vous travaillez beaucoup avec votre famille, je crois. Est-ce que... Je suis soutenue, oui. Alors, ma famille, moi, c'est ma sœur et ma mère. Ils ne travaillent pas forcément avec moi. C'est vrai qu'il y a eu une prestation que j'ai faite il y a 3 ans de cela où ma sœur et ma tante m'ont accompagnée. Voilà. D'accord. Mais par contre, moi, mon rêve, c'est, voilà, comme je disais, enfin, je ne veux pas parler de rêve parce que c'est comme si je n'étais pas ambitieuse, je ne veux pas dire ça. Mais voilà, j'aimerais voyager à travers voilà, le monde et faire ma cuisine, préparer, je ne sais pas moi, pour Barack Obama ou voilà, et revenir. C'est vrai que je veux que ma mère m'accompagne. Joe Biden, pas Barack Obama. Ah oui, voilà. C'est toujours possible, hein, Barack Obama. C'est toujours possible. Tant qu'il est vivant, c'est possible. Voilà, je veux que ma mère m'accompagne justement dans ça. Et voilà, je voudrais ouvrir ma table d'hôte. Et c'est vrai, je veux aussi que ma mère travaille avec moi. Voilà, moi toute seule et ma mère. D'accord. Si il s'agit de famille, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez été accompagné par la ville où vous habitez ou la région pour mettre en place votre activité? Est-ce que vous avez eu un accompagnement? Comment vous avez pu réaliser ce que vous êtes? Un accompagnement de la région, je ne sais pas. Un financement, une aide? Alors, moi, j'habite à Garches, dans la banlieue parisienne ouest, dans le 92. Et on a parlé de mon activité dans le journal de la commune. Et j'ai aussi gagné un prix, le deuxième prix de la femme entrepreneur de Garches, décerné par le Rotary Club. On en a parlé. C'est vrai que je pense que je dois aussi jouer sur ça parce que le Rotary Club est connu pour me faire connaître et faire connaître mon activité. D'accord. Donc, quant à moi, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de financement. Bon, j'en ai pas demandé non plus, hein. À un moment, il faut aussi dire les choses. On ne peut pas toujours dire j'ai pas. J'ai jamais demandé. Voilà. Je ne suis pas accompagnée ni par la ville, ni par la région. Mais je pense de plus en plus aller voir le maire pour plein de choses. Et ce qui m'a aussi aidé à structurer mon activité à un moment, donc de passer donc, du blog à une entreprise, déjà j'étais auto-entrepreneur, maintenant une entreprise, c'était que quelqu'un avait vu mon blog un mois après donc, sa sortie et il m'a dit il faut postuler en incubateur. Donc j'ai été incubée dans Stand-up HEC de 2015, disons à 2018 à peu près, ce qui m'a permis de structurer mon projet. Et puis, bon, d'avoir 3 certificats qui sont plutôt intéressants parce que le mot HEC, même si c'est accolé à quelque chose dans l'aide aux femmes, HEC, c'est HEC, quoi. Donc, ça m'a permis d'avoir un certificat en entrepreneuriat social, un certificat en entrepreneuriat d'impact et un certificat en entrepreneuriat du changement. Parce que ce que, peut-être je n'explique pas souvent, c'est que Envolée Gourmande, je le dis rapidement, est né de 2 passions, 3 volontés. Les 2 passions, c'est l'écriture et la cuisine. Et les volontés, c'est la première, c'était donc de mettre en avant, je ne dis même pas valoriser, parce que je trouve que ces cuisines ont déjà de la valeur, mettre en avant les produits d'Afrique et les cuisines de chez nous, particulièrement celles du Cameroun, et de la cuisine créative, bien sûr. Deuxièmement, montrer qu'au-delà de la technique en cuisine, ça je le revendique, il y a aussi l'émotion. Voilà. Parce que je suis une personne hyper sensible. Donc, pendant longtemps, lutter contre ce qu'on est, parce qu'on est toujours à la limite, à la crête des choses, trop ressentir les choses. J'ai dit, je vais le mettre dans mon travail. Comme ça pourra aider les gens, par exemple, lors de l'atelier que je vais faire le 30, en faisant de l'écriture créative. Donc, on va dire ses sentiments et ses émotions.
Et le troisième pilier d'Envolée gourmande, dont je ne parle pas beaucoup et qui m'a permis donc d'avancer dans certains domaines, c'est aussi lutter contre l'illettrisme et l'analphabétisme par le biais de la cuisine. C'est pour ça que je dis toujours, j'aime enseigner et j'aime partager. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est ça. Malheureusement, on arrive à la fin. Il va nous rester une minute. Il est quelle heure? Ouais, déjà, il est 11h. Ah ben vraiment, c'est bien, on a oublié l'heure. C'est ça, on a discuté et c'était franchement très enrichissant. J'étais vraiment très contente, franchement. Hein, j'ai passé un bon moment et c'est les réseaux sociaux qui ont fait qu'on s'est connus par hasard. C'est ça. Bah, et puis, je n'ai jamais vraiment discuté avec Vanessa, donc ça m'a fait plaisir aussi. Exactement, je pense que c'est la même chose. C'est génial. Donc, merci à Fatou, chef Fatou qui était là, je ne sais pas si elle est partie. Non, elle est encore là, je pense. On ne l'a pas vue, mais elle a participé. Les autres chefs, c'était qui? Alors, il y avait chef Amada, et puis toutes les deux. Nous deux, Saga, et en fait, on l'a attendu. Oui, mais il n'est pas venu même en retard? Non. D'accord. Ok. Non, en tout cas, il a eu un problème digital. Sûrement. Voilà, Alison. Donc, oui, petit mot de fin. Donc, merci à tous et à toutes, surtout. C'était un très bel échange. On était content de vous avoir et de vous recevoir encore une fois, chère Nathalie. Et puis, écoutez, on garde le contact à travers Ouj, si jamais on a des projets. Tous ensemble, essayer de faire des ponts un peu à gauche, à droite. Et je nous souhaite à tous une très bonne année 2021. Je pense que c'est bien parti. Exactement. Exactement. Voilà. Francis? Oui, je voulais juste dire qu'on a lancé notre blog de Ouj, qu'on a lancé aujourd'hui. Donc, il est disponible. J'ai mis l'adresse un peu sur le chat là. Et si vous avez des actualités, Nathalie, Vanessa, chef Amada, n'hésitez pas à envoyer-nous un mail et puis on publiera dans nos réseaux. Il n'y a pas de souci. Mais allez faire un tour sur le blog de Ouj. Il y a sûrement il y a des articles avec chef Nathalie Brigaud. Hein, donc, vous allez la voir dans plusieurs articles chez nous. Hein. D'accord. Ah bon? Avec je précise. C'est la surprise. Nathalie Brigaud-Ngoum. Laissez le nom de mon père. Hein. C'est important. C'est important. Nathalie Brigaud-Ngoum. Oui. C'est important. Vraiment, alors, merci à vous. Franchement, merci. Merci beaucoup. Ouais, c'était un plaisir et puis on se dit à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Je vous embrasse tous. Au plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.